Bismillahirrahmanirrahim. Mon exercice 1 de la série 3 de physique statistique. Donc on considère une enceinte isolée, cubique, de volume V, qui est égale à A au cube, qui contient n particules discernables. Bon, chaque particule se trouve, puisqu'elle est à l'intérieur du volume V, donc l'étude quantique qui consiste à résoudre l'équation de Schrödinger à 3 dimensions donne une énergie de translation pour chaque particule qui est epsilon i, qui est pi carré h bar carré sur 2m au carré, ni au carré plus ni2 au carré plus ni3 au carré. La première question, le système A est décrit par quelle distribution? Bon, A est une particule, hein, parce qu'on a considéré A une particule particulière du gaz, elle est en interaction avec les n-1 particules. Donc, le système A est décrit par la distribution canonique, puisqu'il est en interaction avec n-1 particules, et n étant grand, donc A voit les autres particules comme étant un thermostat. Donc la distribution est canonique est donnée par l'exponentielle moins bêta epsilon r sur z, où z c'est la fonction de partition. D'accord. Le système à étoile, qui est le gaz en entier, lui, il est isolé. Hein. Donc s'il est isolé, fermé, donc la distribution il est décrit par l'ensemble microcanonique, caractérisé par la distribution microcanonique, qui est égale à 1 sur oméga, où oméga c'est l'ensemble c'est le nombre des états accessibles du système. Deuxième question, on veut calculer pour le système A la fonction de partition Z1, qu'on a noté Z1, son énergie interne, son entropie et son énergie libre. Donc j'ai le gaz parfait qu'on a noté à étoile. Bien, deuxième question, on demande de calculer pour le système A la fonction de partition. Donc fonction de partition, calcul de Z1 qui est la fonction de partition du système A, c'est-à-dire c'est la somme sur I, l'exponentielle moins bêta epsilon I. Bon, les états I donc sont représentés par NI1, NI2 et NI3, et je remplace donc l'énergie par son expression, donc pi carré h bar carré sur 2m a au carré, ni1 au carré plus ni2 au carré plus ni3 au carré. D'accord. Donc la sommation est sur les états, donc on ne multiplie pas par la dégénérescence. Bon, qu'est-ce que je vois? Je vois ici que j'ai expliqué le produit des exponentielles. Hein. Donc ça va être l'exponentielle de moins b sur 2m a au carré. De même avec ni2 au carré. Et l'exponentielle de moins bêta pi carré h bar carré sur 2m a au carré ni3 au carré. Quantique étant bien, donc les nombres quantiques donc sont indépendants, les ni1, ni2, ni3, donc on peut les séparer sous forme de trois séries qui sont la somme de l'exponentielle exponentielle moins bêta pi carré h bar carré sur 2m bar carré, que ce soit ni au carré, ni2 au carré ou ni3 au carré. Donc ça va être n, donc n égale à 1, et puis l'exponentielle moins bêta pi carré h bar carré sur 2m au carré, n au carré, qui s'est répété 3 fois, donc ça va être à la puissance 3. La série, donc on peut l'approximer par l'intégrale, donc c'est pratiquement égal, la somme de 0 jusqu'à l'infini de l'exponentielle moins bêta pi carré h bar carré sur 2m a au carré n au carré d.
Bon, il va être égal, donc 1 demi, l'intégrale est simplement de 0 jusqu'à l'infini, donc 1 demi de racine de pi sur le terme euh, devant n carré qui est bêta pi carré h par carré sur 2m au carré. Donc on va avoir donc le pi carré h bar carré c'est h sur 2 pi, donc on va sortir le a, donc a sur h, et le 2 se simplifie, et on va avoir donc racine carrée de 2 pi, et donc de pi m, euh, donc de pi m, m4, d'accord? Donc ou bêta, donc j'ai remplacé bêta par 1 sur 4. Donc d'où la fonction de partition de translation qu'on a noté Z1, donc pour la particule. Donc ça va être A au cube, qui est autre que V. Donc sur H au cube, je vais avoir 2 pi mkt à la puissance 3 demi. Voilà. Donc le Z1 qu'on a ici, on remarque, n'est autre que Z de translation, puisque donc U1 qui est l'énergie interne, donc c'est moins D de log de Z1 par rapport à bêta. Bon, Z1 là c'est V sur H au cube de pi m 4T, 4T c'est 1 sur bêta, donc ça va être log de Z1. Dérive de log de Z1 c'est moins 3 demi log de bêta, plus les autres termes. Si on dérive par rapport à bêta, ça donne moins 3 demi 1 sur bêta qui est 3 demi de 4T. D'accord? Donc U1 ça va être 3 demi de 3 demi de 4T. Donc en conclusion, donc j'ai U1 qui est 3 demi de 4T, S1 qui n'est autre que U1 sur T sur 4T, donc ça donne 3 demi de K, plus K ln de V sur H au cube de pi m4T à la puissance 3 demi. F1, bon, on remplace Z1 par son expression, donc moins 4T ln de Z. Bien, pour l'entropie du système, les particules étant discernables, donc ça va être NS1. On a déjà calculé S1, donc on remplace, donc ça donne 3 demi de NK, plus NK ln de V sur H au cube de pi MKT à la puissance 3 demi. Bon, la quatrième question, donc on dit que le gaz subit une transformation adiabatique quasi-statique. Et on demande l'équation d'état, bon, qu'on connaît en thermodynamique, qui est PV gamma, qui est égal à une constante. D'accord? Bien, donc si la transformation est adiabatique, ça veut dire que la chaleur elle est égale à 0. Donc D2S qui est D2Q sur DT, D2S va être égal à 0. La transformation donc est isentropique. Bien, donc si elle est isentropique, hein, donc S est égal à une constante, ça veut dire que log de Z1 lui-même est une constante. Ou tout simplement que car les variables d'état qui définissent l'état qui sont ici V et T, donc j'ai V à la puissance 1 et j'ai T à la puissance 3 demi. Donc ça doit être égal à une constante. Bon, donc ça c'est l'équation de la diabatique en variable T et V. La question elle demande en variable P et V. Donc on va remplacer T par son expression, connaissant l'équation d'état qui est PV est égal à NKT, donc T est égal à PV sur NK. Et donc si on remplace T, donc T à la puissance 3 demi, donc ça va être P à la puissance 3 demi, V à la puissance 5 demi. Donc on inverse et on trouve PV qui est égal à une constante avec le gamma, PV gamma à une constante, avec la constante qui est égale à 5 tiers. D'accord?
Bien, la question 5, on dit que on va noter mu0, le moment magnétique de la particule, qui à présent sont des particules de spin 1,5. D'accord? Donc on tient compte du spin. On les place dans un champ magnétique et il se produit donc une décomposition des niveaux d'énergie des niveaux de translation en deux sous-niveaux qui sont epsilon plus epsilon de translation, c'est-à-dire epsilon i plus mu0b, et epsilon moins qui est epsilon i moins mu0b. Et on demande de calculer la fonction de partition z, les probabilités, l'entropie, ainsi de suite. Bien, donc j'ai les deux états, epsilon, les niveaux, donc je représente le spectre de la particule, donc euh, l'énergie de, j'ai l'énergie de translation, c'est-à-dire pour b égale à 0, quand b est différent de 0, il y a une levée de dégénérescence et on a donc deux niveaux euh, qui vont être epsilon plus et epsilon moins, d'accord? Où l'écart par rapport à, à l'énergie de translation, c'est-à-dire lorsque b égale à 0, c'est mu 0 b de part et d'autre de epsilon i. Bon, z, c'est Z1, qui est Z de translation fois Z magnétique. Z de translation, on l'a déjà calculé. C'est V sur H au cube de pi M 4T à la puissance 3,5. Z magnétique, bon, c'est la somme sur les états magnétiques de l'exponentielle moins bêta, l'énergie magnétique. Bon, ici on a Z magnétique qui va être égal, donc deux niveaux seulement, donc bêta mu 0 b, d'accord, plus l'exponentielle moins bêta mu 0 b, donc qui n'est autre que 2 fois CH bêta mu 0 b, d'accord, donc ce terme bêta mu 0 not est égal à x, donc ça donne Z magnétique, c'est 2CH, de x. Probabilité, je vais l'écrire exponentiellement bêta epsilon plus sur z, qui est le produit de deux probabilités, l'une correspondant à la probabilité pour qu'il se trouve dans l'état magnétique, hein, donc c'est pour P- par exemple, exponentiellement bêta epsilon i sur z1, et qui multiplie l'exponentielle moins bêta plus bêta plus tau divisé par z magnétique, pour qu'il soit dans le niveau de translation epsilon i et l'autre le niveau magnétique moins mu 0 b. Bien, donc petit c, on veut calculer donc l'entropie. L'entropie c'est k ln de z moins bêta ln de z par rapport à bêta, où z étant pour des particules discernables, c'est z à la puissance n, puisque les particules sont discernables, avec z qui est le produit de z de translation pour la particule et z magnétique. Donc d'où S qui va être égal à Kn ln de Z1 plus ln Zm moins bêta ln de Z1 par rapport à bêta, et puis moins bêta ln de Z magnétique par rapport à bêta. Donc elle s'écrit bien sous la forme l'entropie de translation et celle magnétique. Donc ça c'est relatif à la translation, S1.
Et SM, c'est le magnétique. Donc, dans l'expression, c'est Kn, ln z magnétique, moins bêta d de ln z magnétique par rapport à bêta. Bien, maintenant, donc, le calcul de S magnétique, bon, on va remplacer. On va calculer log de Z magnétique et de CH. Donc, où X c'est bêta mu 0 B. La dérivée de ln de Z par rapport à bêta, c'est la dérivée par rapport à X, qu'on multiplie d de X par rapport à bêta, qui est la dérivée de X par C mu 0 B. Et la dérivée de ln de 2ch, donc ça va être sh de x sur ch de x qui est égal à th de x. Donc d'où l'entropie magnétique, c'est Kn ln 2 ch de x moins x th de x. Voilà. Bon, on va maintenant donc étudier la variation de cette entropie magnétique en fonction de B à T fixé. Donc si B est très inférieur à 1, c'est que X qui est bêta mu 0 B lui-même est très inférieur à 1. Donc dans ce cas-là, on va avoir CH de X qui est équivalent à 1 et le TH de X qui est équivalent à X. Donc l'entropie magnétique, donc ça va être équivalent à Kn facteur de ln de 2 moins x au carré. Donc qui tend bien vers Kn ln de 2 à la puissance ln 2 à la puissance n. Donc si B est très supérieur à 1, ce que x très supérieur à 1, donc le ch de x le th de x donc est équivalent à 1 et le ch de x il est équivalent à l'exponentielle de x sur 2. D'accord? Donc S, donc ça va être donc Kn, S magnétique. Donc on va avoir ln de l'exponentielle de x moins x qui n'est autre que 0. On peut dire que le oméga, il est pratiquement donc un seul état. Sont tous les spins, donc un seul état macroscopique, donc qui correspond à un état microscopique où tous les spins sont orientés dans, donc ils sont tous orientés dans le sens du champ magnétique B. Bon, dernière question, le système est initialement à une température TI et sous l'action d'un champ magnétique B qui est différent du champ magnétique terrestre, déterminé littéralement, puis pas numériquement, mais simplement littéralement, la température finale obtenue à la fin d'une des aimantations réalisée en sortant, c'est une désaimantation adiabatique réalisée en sortant la substance du champ magnétique. Bon, la transformation étant adiabatique, donc on écrit delta Q égale à 0, ce qui implique que D de S est égal à 0. Et D de S étant une différentielle totale exacte, c'est D de S par rapport à T à B constant, dt, plus D de S par rapport à B à T constant, D2 de B. D'accord? Et on calcule D de S par rapport à T, hein, donc S magnétique, hein, donc celle qu'on a trouvée tout à l'heure. Bon, il est égal à nk x carré sur t1 moins th carré de x. D'accord? Et de même, si on calcule d de s par rapport à b, et ça donne moins nk x carré 1 moins th carré
sur B. Bon, donc d de Sm, donc on a dit est égal à 0. La dérivée de Sm par rapport à t, donc c'est la dérivée de ch de x par rapport à x, d de x sur d de bêta, moins d de x sur t à b constant, que multiplie le th de x. Donc moins x, et puis on dérive th de x, d de x par rapport à t à b constant. La dérivée de logarithme de ch de x, c'est th de x, et donc on voit que le premier terme se simplifie. D de x par rapport à t, donc c'est d de x par rapport à bêta, qui va donner mu 0b, d'accord. Et puis on dérive bêta 1 sur 4t qui donne moins x sur t, hein, d'accord. X sur t, attends, donc t, donc c'est t au carré. Pleure. Donc